À tous. Donc c'est à moi qu'incombe l'insigne honneur d'organiser cette table ronde avec 4 journalistes illustres et chevronnés pour parler de la liberté de la presse, pour parler de à quoi ça sert d'avoir des petits journaux indépendants en matière d'information fiable, pluraliste, d'information des citoyens pour former leur jugement. Donc pour discuter de ce thème, nous allons parler avec Islam Edahir, qui est un journaliste palestinien, avec Hervé Kempf, venu de Reporter, avec Christophe Bedrosian de Télé-Regard, et avec Sonia, qui va nous parler de son expérience de 26 ans à la Galipote. Rapidement, je me présente moi-même, donc Nicolas Cheviron, je suis correspondant pour Mediapart sur le Massif central, installé depuis 2021 dans la région, après plus de 20 ans en Turquie, où j'ai eu l'occasion d'expérimenter ce que c'était que la liberté d'expression, la liberté de la presse et l'absence de la dite liberté. Donc, très vite, je vous présente les différents intervenants. Alors, d'abord, Islam. Islam a été journaliste indépendant pendant plus de 15 ans dans la bande de Gaza. Il a notamment collaboré avec de nombreux médias francophones comme France 24, Libération, La Croix, Arte ou encore RTL, donc en qualité de journaliste ou bien comme traducteur ou comme fixeur. Les fixeurs, ce sont des journalistes locaux qui souvent accompagnent les équipes d'envoyés spéciaux et organisent leur prise de contact. C'est souvent eux qui font tout le boulot en fait. Islam participe également à des initiatives telles que la chaîne francophone YouTube Gaza la vie, qui veut briser l'image stéréotypée de Gaza en montrant notamment la vie culturelle et le quotidien des Gazaouis. Il est aussi rédacteur de la version française du Gaza Post, un journal anglophone et arabophone. Islam a quitté Rafah avec son épouse le 1er mai 2024, 6 mois après le bombardement de sa maison par l'armée israélienne et le meurtre de leurs enfants sous les bombes. Après 5 mois passés en Égypte, il est arrivé en France en octobre et a été orienté vers l'Auvergne. Il vit désormais dans le nord du département. Je peux préciser que ton premier article pour le Magma Auvergnat, ou le journal qui a failli s'appeler le Magma Auvergnat, sera publié dans le numéro 1, donc normalement en février, Inch'Allah. Voilà, j'ai sans doute oublié plein de choses importantes sur ton parcours. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter à ce stade ? Non, ça va, merci. Ça va bien. Bon, très bien. Hervé Kempf, deuxième intervenant, donc, a un lien avec la Palestine, puisqu'il a publié en 2005 un livre intitulé « Gaza, la vie en cage », avec le photographe Jérôme Ecker. Mais vous le connaissez davantage certainement pour ses innombrables travaux de journaliste et d'auteur sur l'environnement. Hervé Kempf a débuté sa carrière journalistique dans la radio, en fondant la radio libre Je t'aime FM, mais il s'est rapidement orienté vers des thématiques scientifiques et environnementales avec des médias comme Science et Vie Micro, Libération, la rubrique Science de Courrier International ou encore la rubrique Écologie de la revue La Recherche. Il a effectué un long séjour au Monde de 1998 à 2013 où je me souviens de l'avoir croisé alors que moi-même je n'étais qu'un petit secrétaire de rédaction, tandis que lui défrichait les questions climatiques pour relater la bataille contre les OGM. C'est au Monde également qu'il a créé en 2009 la chronique Écologie du journal. Il a cependant quitté le quotidien d'Hubert Beuve-Méry en 2013 parce qu'on le censurait sur la couverture du combat de Notre-Dame-des-Landes. Mais c'est un mal pour un bien puisque ce départ a permis à Hervé de se consacrer pleinement à son enfant, le journal en ligne Reporter, qu'il a fondé en 2007 et qui est devenu depuis un vecteur d'information indispensable sur toutes les causes environnementales. Il vient d'en quitter la direction de la rédaction en avril dernier et en est maintenant le directeur de la publication. Pour finir, je rappellerai qu'il est l'auteur de nombreux essais, dont certains au titre particulièrement savoureux, comme « Que crève le capitalisme, ce sera lui ou nous ?» ou encore « Comment les riches ravagent la planète ?» Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter ? Alors, je me tourne maintenant vers notre troisième invité, Christophe Bedrosian, venu de Brioude pour cette rencontre. Christophe est issu du secteur de l'animation culturelle, il est aussi vidéaste depuis plus de 20 ans. C'est avec cette double casquette, double compétence qu'il a développé des outils participatifs, aussi bien en direction des enfants que des adolescents ou des adultes.
Il est notamment le porteur de projet qui a porté sur les fonds baptismaux à l'automne 2013 la télévision locale participative Téléregain. Téléregain, c'est, là je cite la profession de foi du média, un outil au service des habitants et des acteurs du territoire qu'elle englobe, afin de leur permettre de participer à la vie locale dans un processus de démocratie locale, favorisant le dialogue et la communication en tenant compte des pratiques sociales et populaires existantes. Son existence repose sur la participation active des habitants à la réalisation des sujets et au choix des programmes. Donc elle est basée dans le Brivadois, elle associe des journalistes qualifiés et des bénévoles et a développé des activités par la suite à Langeac, à la Chaise-Dieu, à Sainte-Florine. Et je dois rajouter que Christophe Bédrossian est le maire sortant de la commune d'Autrac et qu'il brigue aujourd'hui la mairie de Brioude avec la liste Brioude Autrement qui milite, je cite, pour une ville ouverte, solidaire, écologique et démocratique. Et enfin, last but not least, obviously, Sonia Rein. Quelques mots sur Sonia, qui est la personne que je connais le mieux a priori de tous nos invités, puisque c'est l'une de mes premières consoeurs journalistes que j'ai rencontrées en arrivant en Auvergne, mais dont j'aurais le plus de mal à parler de la carrière, de la résumer en tout cas, tant celle-ci est riche de collaborations variées, de Picsou Magazine à Camping Magazine, en passant quand même par Libération et Reporter aussi. Et plus sérieusement, Sonia est une journaliste indépendante qui connaît l'Auvergne comme sa poche, et tout particulièrement les problématiques agricoles et environnementales. Elle a notamment travaillé pour le défunt à regretter Paysans d'Auvergne. Elle est aussi syndicaliste, active au sein du SNJ-CGT. Et Sonia a par ailleurs travaillé pendant 26 ans pour La Galipote, donc journal indépendant qui a alimenté ses lecteurs pendant plus de 45 ans en enquête, au long cours, en coup de gueule, en chronique culturelle, en caricature, et qui malheureusement donc s'est éteint en mars 2025. Un journal qui disait parfois ce que d'autres médias peinaient à écrire. Et un journal dont le magma auvergnat, ou quel que soit son nom, espère combler l'absence et devenir le digne successeur. Voilà. Ça te va, Sonia Roux ? Oui, je veux juste préciser que je n'ai pas travaillé 26 ans à l'époque. J'ai été salarié 4 ans quand j'avais 20 ans, 2 ans quand j'avais 30 ans, et le reste du temps, j'ai fait des piges au fil de l'eau, sous pseudo. Voilà. Merci pour la précision. Donc, pour lancer ce débat, alors, grosso modo, on dispose d'une heure à peu près pour discuter de ce thème de la liberté de la presse et des médias indépendants. Pour lancer le débat, je propose de commencer par un petit tour de table qui dresse l'état des lieux de la liberté de la presse en France, en partant du général pour aller vers le particulier. Et donc, je me tourne d'abord vers toi, Islam, qui a tenté d'informer pendant des années le public francophone sur la situation à Gaza. Que penses-tu de la couverture de ce conflit par les médias français ? Et comment est-ce que tu évalues l'indépendance de la presse française par rapport à cette tragédie ? Alors, merci beaucoup pour le public, pour être là. Alors, vraiment, ça c'est une très bonne question. Je pense qu'on peut faire des livres avec ce sujet-là. Parce que le problème, nous les Palestiniens, ou moi, comme un journaliste, je vois qu'il y a presque zéro, une couverture professionnelle pour ce conflit-là. Parce qu'on voit la majorité, moi je vais dire la majorité des médias français sont soit pro-Israël ou soit pro-Israël. Donc, nous on accepte si on est au milieu, d'accord ? Parce que vous connaissez être journaliste, donc voilà, professionnel. Si tu veux parler d'un côté, il faut parler à l'autre côté. Et quelle couverture qu'on avait, c'est qu'avec le point de vue, avec l'histoire israélienne. Et nous, on avait les sentiments, c'est que l'histoire de la cause palestinienne a commencé seulement le 7 octobre. Donc, avant le 7 octobre, tout va bien, on ouvre les bouteilles de champagne, il n'y avait pas une occupation, il n'y avait pas une attaque, il n'y avait pas une violation en Cisjordanie, dans la bande de Gaza, il n'y avait pas un blocus imposé contre la bande de Gaza à partir de 2007. Et l'histoire, c'est que a commencé à partir du 7 octobre, moi j'ai dit le 7 noir, parce que je suis tout à fait contre. Et c'est que l'histoire a commencé
le 7 octobre 2023. Donc, mais en même temps, il y avait beaucoup de journalistes qu'ils essayent d'être professionnels, qu'ils cherchent la vérité, qu'ils font pas mal d'articles et tout cela. Mais c'est insuffisant. Parce que vous êtes devant un génocide. Nos voisins, les Israéliens, ils ont pris le 7 octobre comme un prétexte pour éradiquer le peuple palestinien et appliquer leur projet colonial. Ça, c'est clair. Allez, ça fait 2 ans, on a compris, ce n'est pas une question d'éradiquer le mouvement du Hamas. Parce que tout était éradiqué sauf le mouvement du Hamas. C'est ça. Parce que si tu veux éradiquer un mouvement, tu ne fasses pas des villes. Moi, je suis de Rafah, issu de la bande de Gaza. Rafah, il ne reste que le nom. Rafah est une ville frontalière avec l'Égypte, au sud de la bande de Gaza. D'accord. Il y avait 300 000 habitants dans la ville de Rafah. Et maintenant, ces 300 000, ils sont réfugiés à l'ouest de Khan Younis al-Mawasi, au port de la mer. Je ne vais pas vous raconter comment l'hiver chez nous, surtout au port de la mer. Ils sont dans des tentes. Donc, la question, il y a des journalistes, moi je connais pas mal de journalistes, quelquefois on discute, mais ils m'ont dit, mais écoute, l'islam, il ne nous laisse pas entrer dans la bande de Gaza. Il ne laisse pas entrer dans la bande de Gaza les Israéliens. Moi je leur dis, donc, ça y est, au minimum, vous ne prenez pas l'histoire, le récit israélien. Vous essayez de chercher la vérité. Vous essayez d'avoir avec quel massacre, avec quel génocide on est dans la bande de Gaza. Il ne reste rien. Ils ont déjà ciblé les universités, les hôpitaux, les journalistes, les écoles, les collèges, les lycées, même les clubs gymnastiques. Ah oui. Pourquoi? Sauf, et le Hamas existe. Et ils sont en train de... Et après, on a vu qu'il existe parce ils ont déjà négocié avec elle pendant la guerre. Avec des médiateurs, bien sûr, soit les Américains, soit les Qatariens, soit les Égyptiens. Donc, quand toi, tu vas faire la négociation avec quelqu'un, donc, indirectement, tu vas reconnaître son existence. Et tu n'as pas éradiqué. Comme on a déjà vu, surtout, voilà, si on prend l'exemple du Liban, au Liban, ils ont éradiqué le Hezbollah, qui est une organisation plus forte que Hamas, plus organisée que Hamas. C'est elle qui l'a aidé et soutenu le Hamas pendant longtemps, même pas 2 semaines. La guerre au Liban, c'était combien de jours? 12 jours, 13, même pas 2 semaines. Ils ont éradiqué le Hezbollah à partir de son secrétaire général jusqu'à le commandant le petit au sud du Liban. Même pas 2 semaines, même pas plus que 500 victimes. Mais dans la bande de Gaza, 2 ans pour éradiquer le mouvement du Hamas. Ah bon, hein, vous les Israéliens, vous êtes devenus très faibles. Hein. Ou ils sont en train d'éradiquer le peuple palestinien. Jeter le peuple palestinien aux exils. Il y a pas mal de colons maintenant, ils sont en train de parler dans leurs groupes de réseaux sociaux. Voilà, moi je vais construire ma maison au port de la mer à Gaza. Il y a l'autre qui dit ah non, je n'aime pas la mer, je vais aller à l'est de Gaza. Et c'est les colons. Parce que c'est un projet colonial. Parce que c'est pas comme ça si on dit ils sont en train d'éradiquer le Hamas. Non, c'est pas comme ça. La question ici, le Hamas, c'est pas un mouvement avec des structures. Hein. Le Hamas, ce ne sont pas un groupe de bâtiments, allez, on bombarde les bâtiments et après, voilà, on va éradiquer le Hamas. Ils ont déjà essayé ça avec le Hamas, ça fait longtemps. Ils ont déjà assassiné, ciblé tous leurs chefs, tous leurs commandants. Mais ils sont là. Et en même temps, c'est ça qui soutient l'existence du Hamas. C'est un gouvernement du ciblage. Parce que le Hamas, en même temps, il va dire ah oui, on a raison. Et vous voyez le peuple, ils sont en train d'attaquer nos commandants.
Donc, pour la couverture de ce conflit, surtout pour les médias francophones, moi je parle en général, non, c'était presque zéro. C'est soit pro-Israël, soit pro-Israël. Et malgré qu'il y a pas mal d'essais d'être honnête, d'être au milieu, on peut pas cacher ça. Il y a toujours les prétextes que, ah non, mais non, on ne peut pas entrer dans la bande de Gaza parce que les Israéliens, ils nous empêchent. Oui, parce qu'ils ne veulent pas, ils ne vont jamais faire ça les Israéliens, ils ne vont jamais laisser les journalistes étrangers entrent dans la bande de Gaza. Parce que, comment ils vont, parce que maintenant, selon les accusations israéliennes, nous les journalistes palestiniens, on est tous terroristes. On est tous et toutes terroristes. Donc, ils ciblent les journalistes. Si vous êtes indépendant, si vous n'êtes pas indépendant, ils vous ciblent. Ils ont commencé ça parce que ça, c'était leur stratégie. C'était un travail méthodologique. Premièrement, ils ont empêché les journalistes étrangers d'entrer dans la bande de Gaza. Ils ont fermé tout. Deuxièmement, attaquer et assassiner les journalistes qui ont des liens, les journalistes palestiniens qui ont des liens avec des médias français, espagnols, anglais, c'est-à-dire c'est des médias étrangers, et compte tenu de cibler les journalistes palestiniens locaux. On a déjà vu ça, c'est en direct. Je ne sais pas ce que vous avez déjà pas mal de photos, mais nous, les journalistes palestiniens, on est ciblés en direct, devant tout le monde. Vous pouvez être tué à cause d'une photo. Et ça, je vais citer seulement l'exemple pour terminer. Imaginez-vous le correspondant de Jazeera, Anas Sharif. 2 ans, il travaille, ils n'ont pas le touché. Mais après 2 ans, ils ont découvert qu'il est un terroriste. Donc, ils ont attaqué lui devant l'hôpital Shefa, c'est Gazaville. Lui et son collègue, et leur chauffeur, et les caméramans, et tout le monde. Et il y avait tout le monde qui avait dit, ah oui, mais vous les Israéliens, vraiment, vous êtes méchants, mais pourquoi vous avez ciblé ce journaliste-là? Maintenant, vous avez découvert qu'il est terroriste, ça fait 2 ans qu'il travaille en public. Et après, ils ont dit, oui, il est un grand terroriste. Mais pourquoi? Donnez-nous une preuve. Ils ont montré une photo. Anas Sharif, elle a déjà pris une photo en public avec le chef de Hamas dans la bande de Gaza, c'est noir. Donc si maintenant, moi, je vais prendre une photo avec monsieur l'ex-ministre de l'Intérieur, Retailleau, donc, je vais être républicain. Aussi, je vais prendre une photo avec le président Emmanuel Macron, donc je suis macroniste. Donc, avec quel prétexte ils ont dit, ah oui, il est terroriste, il a déjà pris une photo avec... Oui, mais c'est notre travail, nous les journalistes, quand on fait de rencontres, quand on fait d'articles, quand on fait un dialogue avec responsables, avec... parce que nous, on a des relations avec toutes les couleurs palestiniennes, parce que c'est notre travail. Mais non, c'est ça, c'est qu'ils ont... Donc, être journaliste à Gaza, pour terminer, c'est pas le bon métier, et aussi... La couverture en France pour les médias français, non, c'était pas l'égalité, c'était pas la justice et c'était pas professionnel. Merci. Merci à vous. Ça ne va pas être évident de revenir sur le théâtre franco-français après ça. On peut évoquer quand même un journaliste terroriste, éco-terroriste peut-être, en la personne d'Hervé Kempf. Donc je plaisante. Hervé, donc j'ai évoqué tout à l'heure le différend qui a conduit à ton départ du Monde sur la couverture de Notre-Dame-des-Landes. Est-ce que tu peux nous expliquer effectivement quels étaient les enjeux selon toi derrière cette différence de perception des enjeux? Et puis de manière plus générale, j'aurais voulu te demander comment ce que tu peux nous dire de la liberté de la presse par rapport aux enjeux climatiques et environnementaux.
Oui, alors d'abord bonjour à toutes et à tous. Et puis en même temps un rebond avec ce que vient de dire Islam, parce qu'après tout, on est à Clermont-Ferrand, c'est un média auvergnat, et en fait maintenant le local c'est le global, et il n'y a pas de différence. Donc on a eu ton intervention très forte et qui intervient à un moment où justement c'est amusant que tu utilises le terme de terroriste, parce qu'il y a une inversion totale du sens qui est en train de se faire. Et non seulement depuis bien avant le 7 octobre 2023, l'État d'Israël ment en permanence, et on est avec l'appui d'un État, le plus puissant du monde, qui ment et qui est lui terroriste. C'est-à-dire qu'on a une inversion des mots et des valeurs qui est absolument incroyable, puisque aujourd'hui on vient d'apprendre que M. Trump, les États-Unis, ont attaqué sans aucune déclaration un État qui est souverain, peut-être qu'il n'est pas bien, mais il est souverain, et ont enlevé son président. Pour des prétextes absolument fallacieux, la seule vérité, c'est qu'ils veulent s'approprier le pétrole du Venezuela, de la même manière d'ailleurs qu'on pourrait dire que l'État d'Israël est en train de voler les ressources pétrolières qui sont au large dans la mer, au large de Gaza, et qui sont volées par l'envahisseur israélien, et qu'en fait on a une inversion, c'est-à-dire que nous sommes maintenant dans une situation où ce sont les, moi je n'aime pas le mot de terroriste, mais où ce sont les brigands, où ce sont les voleurs, où ce sont les colonialistes, où ce sont les puissants qui veulent imposer tout. Alors je vais revenir quand même à une échelle plus restreinte, mais c'est en même temps intéressant d'aller tout de suite sur le fort, parce que cette puissance de la destruction, elle s'insinue dans tous les mécanismes au jour le jour, dans nos communes, dans nos régions, dans nos territoires, etc. Donc je vais reprendre cet exemple du Monde, mais où j'avais été effectivement, j'ai pas fait un séjour au Monde, j'ai travaillé 15 ans, je crois, dans ce journal qui était, que j'ai beaucoup aimé malgré 1000 défauts que je pourrais détailler, mais surtout qui était indépendant. C'est-à-dire que le journal Le Monde, depuis que cité Hubert Méry, avait une histoire où c'est en fait les journalistes qui possédaient le journal. Et ça veut dire quoi quand vous possédez le journal? C'est qu'il n'y a pas un actionnaire qui décide. Parce que la loi fondamentale du journalisme, et c'est sans doute vrai dans d'autres milieux et dans d'autres situations, c'est qui paye comment. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à travers au Monde, par exemple, c'est qu'en 2010, il a été racheté par 3 millionnaires ou milliardaires, M. Berger, M. Pigasse et M. Xavier Niel, et que peu à peu, ça a changé. Et que ce journal a fait en sorte que la direction commençait à subir, sans évidemment se rendre compte, puisque les gens qui sont serviles vous diront toujours qu'ils sont libres. Évidemment, mais nous savons maintenant que ça n'est pas vrai. Et grosso modo, il y avait cette lutte extrêmement importante qui se passait à Notre-Dame-des-Landes, qui avait lieu, que moi je couvrais depuis plusieurs années, et il y avait, au moment où François Hollande était arrivé président de la République, donc du parti, ouvrez les guillemets, socialiste, fermez les guillemets, je parle pour l'époque, puisque maintenant ça va changer, espérons-le, et donc lancer une offensive très forte contre Notre-Dame-des-Landes, et alors que je disais qu'il fallait le raconter, au sein d'un service environnement, et que c'était l'information écologique la plus forte du monde. On m'empêchait de le faire, et c'était en fait une censure. Donc j'étais extrêmement choqué qu'un journal qui avait cette telle image, et que j'aimais beaucoup, qui avait cette histoire d'indépendance et de liberté, en arrive à, pour différentes raisons, empêcher à ce qu'on couvre réellement cette lutte qui s'est révélée, vous le savez, absolument fondamentale. Puisque, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta première question, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Alors, après, c'est des mois de bataille. Mais ce qui est très étonnant, c'est comment aussi, dans ce genre de situation, le pouvoir va essayer de vous transformer vous-même en responsable de ce qui se passe. Et en fait, ce qui est très intéressant, ça renvoie à nouveau au journalisme. Et de toute façon, si on est réunis ce soir, et merci à Magma quelque chose de nous réunir, c'est pour parler aussi de l'information et de la presse, c'est que, et c'est la situation plus difficile des journaux indépendants marginaux, parce que nous sommes quand même minoritaires. Vous devez être absolument plus exigeant et plus rigoureux que ceux d'en face. La presse, la majorité de la presse israélienne peut raconter n'importe quoi, CNews peut raconter n'importe quoi, Le Figaro peut raconter n'importe quoi. Si un journaliste gazaoui, comme Ismaël ou Islam, excuse-moi de ton prénom,
Donc, où voilà, des journalistes font bien leur boulot, si les journalistes de l'écologie font bien leur boulot, si les journalistes ancrés dans un territoire font bien leur boulot, mais avec une position critique par rapport à la domination, ils ne nous pardonneront pas la moindre erreur. Et si nous ne faisons pas des erreurs, ils prétendront que nous en faisons. Donc il faut être très solide. Il faut être très solide sur l'information. Il faut être très solide sur ses pieds, sur ses axes. Et il faut être prêt aussi à ça. Et voilà pourquoi, après, la chance qui s'est passée, c'est que j'ai pu redévelopper de la presse indépendante avec Reporter, le média d'écologie. Et que la bonne nouvelle depuis 10 ans, mais je ne veux pas anticiper peut-être à d'autres questions que tu poseras, c'est que la presse indépendante devient maintenant la vraie presse, au sens de la presse qui incarne le souci de la vérité. Ça ne veut pas dire qu'on a toujours raison, ça ne veut pas dire qu'on ne se trompe pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des biais, mais on a ce souci de la vérité et d'informer face à ces puissances des terroristes israéliens, parce que je pense, moi, que l'État israélien est un État terroriste, et que ce que pratiquent les États-Unis est du même acabit. Et qu'en plus, ces gens-là s'appuient sur l'intelligence artificielle, à la fois la financent et sont financés par les capitalistes qui possèdent et qui développent l'intelligence artificielle, et vous savez comme moi que l'intelligence artificielle devient maintenant non pas un moyen de développer peut-être l'intelligence collective et le savoir collectif, mais le moyen de transmettre la fausseté, le mensonge. On voit maintenant des fausses... Bref. Mais je ne vais pas être trop long, donc je vais revenir à ta dernière question, qui était quelles sont les difficultés de l'information sur les climats et sur l'écologie en général. Et c'est tout à fait dans la continuité de ce que je viens de dire, parce que, en fait, les Trump, les Netanyahou, tous ces gens-là, et les capitalistes, en fait, non seulement ils ont compris depuis une dizaine d'années que la question écologique, en fait, mettait en cause le système. Vous ne pouvez pas développer une économie capitaliste, c'est-à-dire fondée sur la recherche du profit, sur la cupidité, sur la concurrence et sur l'extraction des ressources de la planète sans limite à la seule raison du profit, si vous vous préoccupez de l'écologie. C'est devenu inconsidérable. Pendant longtemps, on a cru qu'avec le développement durable, on arriverait à faire de la croissance verte et puis à réduire les émissions de gaz à effet de serre ou à améliorer la biodiversité. Maintenant, on a 15 ans d'expérience là-dessus, on sait que c'est totalement faux. Donc on ne peut pas avoir de système en croissance et de système compétitif et de système fondé sur le profit qui résolvent la question écologique. Donc peu à peu, ils ont compris que la question écologique était menaçante pour le système. Et en tant que journaliste, vous ne pouvez pas, Sonia, tu dois savoir ça aussi, commencer à parler d'écologie sans au bout d'un moment dire mais non, la N88, ça ne va pas. La mine de lithium dans l'Allier, ça ne va pas. L'extraction de matériaux du côté de Murat, ça ne va pas. De la même manière que si vous commencez à vous intéresser à la question de la Palestine et d'Israël, ce que moi j'ai fait il y a longtemps, à une époque où je ne connaissais rien, au bout d'un moment vous étudiez, vous lisez, vous écoutez les uns et les autres, et vous dites mais oui, c'est une colonisation qui se passe. Et c'est pas les Israéliens et les Palestiniens. Non, il y a une inégalité fondamentale. Et donc, de plus en plus, pour en rester à la question environnementale et de l'information sur le climat, elle est devenue, mais parce que c'est la réalité. Raconter la réalité, c'est dire comment elle est, et parfois la réalité, eh bien, ça va à l'encontre des intérêts des petits. Et donc, on a maintenant, d'une part, une marginalisation progressive de l'information environnementale sur les grands médias. Moi, ça m'amuse, par exemple, en 2022, je crois, de 2023, il y avait une énorme canicule, avec d'autres médias, les journalistes sur l'environnement. On avait notamment travaillé sur la charte pour l'urgence, du journalisme pour l'urgence écologique. Et puis on avait France Inter, France 2, TF1 qui nous faisaient presque la leçon en disant maintenant on va venir, puis on va s'occuper d'écologie. Non, ça va vraiment changer. 2 ans après, l'écologie est ratiboisée au sein de France Inter, ils virent les humoristes, ils réduisent la terre au carré, ils parlent de moins en moins d'écologie, et en fait ils font la course derrière l'extrême droite. Quant aux médias d'extrême droite qui sont financés par les milliardaires capitalistes, et la liste est tellement longue que je ne vais pas la faire ici, ils font contre l'écologie, en fait, contre le changement climatique. C'est-à-dire qu'on croyait, par exemple, et je vais finir là-dessus, on croyait avoir gagné la bataille du climato-scepticisme,
Et maintenant, on est obligé de revenir au b.a.-ba en expliquant que la question du changement climatique et de l'influence qu'a l'activité humaine et les conséquences absolument catastrophiques que ça va avoir, c'est fondé sur des vérités scientifiques, et donc on ne peut pas raconter n'importe quoi. Donc voilà, on est, et d'une certaine manière, mais tu me parles de la question écologique, de la question environnementale, on parle aussi de la question palestinienne, on pourrait parler de la question sociale, on pourrait parler des questions économiques et même des questions sportives. On verrait que dans tous les cas, la question de l'information, le travail de journalisme, ce souci avec honnêteté de chercher à rendre compte de la réalité, eh bien c'est de plus en plus menacé et de plus en plus difficile. Je te remercie Hervé. On va maintenant un petit peu resserrer la focale avec Sonia, si tu veux bien. Oui. À la fin, il y aura des questions, mais oui, bien voilà, sûr, à la fin, il y aura une grande partie de... Vous pourrez bien sûr... J'aurais dû le préciser au début, effectivement. Sonia, toi qui as travaillé depuis un certain temps maintenant en Auvergne, mais jamais quasiment dans des médias dominants comme le groupe Centre France, France 3, France Bleu, qu'est-ce que tu peux nous dire de l'indépendance de la presse dans la région ? Alors, en fait, j'ai fait des remplacements à la montagne. J'en ai fait pendant 4 ou 5 ans et j'ai trouvé sur le moment que c'était un bon terrain de jeu, donc j'avais demandé à être titularisée et j'ai pas été titularisée, et clairement je pense que j'ai pas été titularisée parce que j'étais identifiée trop à gauche. Et au-delà de ça, j'ai un attachement très fort en fait moi à ce journal La Montagne parce que je suis auvergnate. Quand j'étais petite, mon pépé, mes grands-parents me gardaient. Mon pépé recevait le journal tous les jours, et tous les jours, quand j'étais petite, je m'asseyais à côté de lui, il enlevait la bande de l'abonnement, il me donnait mon journal à moi, c'était la bande d'abonnement, et il me disait « Tiens ton journal ». Et donc je pouvais écrire sur la bande d'abonnement, j'ai vraiment dans l'œil les mécanes et la montagne, quoi, le titre, pendant que lui, il lisait son journal. Après le soir, il regardait les infos sur France 3 et il disait taisez-vous un peu, parce qu'il fallait qu'on écoute la météo, puisqu'il était ouvrier paysan et que la météo c'était important. Et ce que je veux vous dire, moi, des médias locaux, c'est que, en fait, l'indépendance des médias locaux, elle est à la hauteur de l'indépendance des médias nationaux. C'est-à-dire qu'elle n'est pas, ils ne sont pas plus indépendants ou plus pieds et poings liés. Je pense qu'ils sont ni moins vertueux ni plus vertueux. Ils sont pris dans le même engrenage, celui de la nécessité de résultats économiques. La montagne, ils ont de la publicité, ils organisent des événements. Et en fait, toute cette organisation pour des raisons économiques, elle se fait au détriment de l'information. La vraie question démocratique, de mon point de vue localement, c'est comment on rend les médias économiquement indépendants. Clairement, les choix qui ont été faits ces dernières années, par exemple, pour le groupe La Montagne, à mon avis, ils ne vont pas dans le bon sens, mais enfin, après, c'est eux que ça regarde. Et quant à France 3 ou France Bleu, ben oui, c'est des médias dominants, mais en même temps, c'est aussi du service public. Et je trouve ça dommage en fait, qu'un gouvernement commence à chercher à détricoter le service public. Je pense que ces médias, ils ne sont pas, je dis pas plus vertueux ou moins vertueux que Libération, Le Monde, Aujourd'hui en France, mais ils ont quand même en fait, l'intérêt qu'ils ont, c'est qu'ils représentent un territoire et de la proximité avec les gens, et que la proximité avec les gens, c'est quand même important. Et après, ils font des choix qui sont des choix économiques, qui ne sont pas forcément les bons, et qui ne leur donnent pas une grande indépendance. Effectivement, ça a une conséquence sur leur ligne éditoriale. Merci Sonia, on va rester dans la région avec Christophe. À ton tour, alors quel regard tu portes sur la liberté et l'indépendance de la presse en Haute-Loire en particulier, donc dans le fief de Laurent Wauquiez? Alors je vais faire le lien aussi, puisque tu as fait le lien avec l'engagement politique, en parlant d'une petite anecdote, c'est celle de la RN 88, le dossier qui a gêné M. Wauquiez, puisqu'il y avait une
forte mobilisation et à Télé-Regain, on a fait plusieurs reportages pour documenter cette opposition-là. C'est vrai on reviendra peut-être sur le modèle à un moment donné économique d'un petit média très local comme Télé-Regain, mais le souhait en tout cas là, de s'engager autour du conflit de la RN 88, c'était de donner la parole à des personnes qui n'avaient pas forcément un accès à des médias plus traditionnels. Et puis l'avènement du numérique fait que on peut maintenant être dans des formats beaucoup plus longs. Tu parlais de France 3, c'est très très calibré, et bien souvent les personnes qui sont sur ces luttes prennent du temps et puis se retrouvent avec un reportage qui ne correspond pas aux idées qu'il ou elle souhaitait faire passer. Et ça a été assez rapide. Moi, je suis le maire d'une petite commune de Haute-Loire et assez vite, le robinet des subventions, qui n'était pas déjà très élevé, s'est coupé. Voilà, donc le lien entre les reportages qui ont été faits et puis mes fonctions politiques, voilà. Donc il y a cette question-là aussi, c'est-à-dire est-ce qu'on peut exercer un métier indépendamment, sans qu'il y ait un retour de bâton à quelque niveau que ce soit, puisque c'est vrai que M. Wauquiez a quand même l'art de couper toutes les têtes qui dépassent un petit peu et qui s'opposent à lui. Donc voilà, cette puissance là des personnes à faire taire les oppositions, moi je la trouve de plus en plus prégnante à tous les niveaux que ce soit. Donc à un niveau international, national, régional et très local. Et moi j'ai l'impression que, peut-être on en parlera, mais il y a à la fois une peur qui s'installe et aussi une résignation, une peur par rapport à des conditions économiques du métier, et aussi une résignation voilà, de la part aussi de personnes qui ont envie de s'engager. Donc c'est très très important d'envoyer des signaux forts aussi de présence sur le terrain, comme les uns, les unes et les autres faites. Oui, merci Christophe, et ça me permet de rebondir sur ma volée de questions suivante, puisque tous les quatre vous luttez chacun à votre façon pour le pluralisme des sources d'information et l'indépendance des médias. Et justement, j'aimerais vous interroger sur cette expérience-là et sur les difficultés que vous rencontrez au quotidien dans cet exercice d'une presse indépendante. Toi, Hervé, par exemple, est-ce que tu peux nous parler du rôle de reporter et des difficultés qu'il y a à faire vivre un tel média sur Internet? Comment dire, je vais être optimiste, mais en même temps dire la vérité, c'est que on n'a pas d'énormes difficultés en ce moment, je touche du bois, mais la bonne nouvelle, c'est que, et l'expérience de reporter, mais on pourrait prendre d'autres expériences, c'est que avoir une démarche post-capitaliste, eh bien ça peut marcher. Parce que maintenant, reporter, vous avez peut-être vu, je suis sûr que dans cette salle, il y a des donatrices d'ailleurs et des donateurs, donc je les en remercie. Mais on vient de finir notre campagne de dons. L'année dernière, on cherchait 23 000 donateurs dans un mois. Là, on s'était fixé 28 000. Et on en a eu 34 000. Donc on va bien, on va bien. C'est beaucoup de travail depuis 15 ans, c'est des démarches d'être rigoureux, d'être super transparent, d'avoir des échelles de salaire très limitées de 1 à 1,9, c'est de chercher l'intelligence collective, c'est aussi ce qui est important de dire ne pas avoir d'actionnaire, parce qu'un actionnaire, il faut le rémunérer, et donc ça prend de l'argent sur l'excédent dont on a besoin. Et donc, si vous avez des hauts cadres à payer et des actionnaires, votre entreprise, elle est plus en difficulté. Et donc voilà, donc je ne veux pas parler trop longtemps de reporter, parce qu'il y a plein d'autres paroles à entendre, mais grosso modo, ça va bien. On est 30 salariés en CDI, 35 à 40 équivalents temps plein, et moi je suis très fier, parce qu'on a pu justement donner la possibilité à des jeunes journalistes, non pas d'aller travailler dans des médias. Ça doit être terrible, vous êtes jeune, vous avez 25 ans et vous devez aller travailler au Figaro ou à Valeurs Actuelles ou être au chômage. C'est ça maintenant qui est la précarité du journalisme.
Et je ne critique pas un jeune qui irait travailler chez Europe 1 parce que mais donc il faut absolument, et c'est un des rôles de la presse indépendante, et on est content de voir faire ça, c'est permettre à des jeunes journalistes de faire tout simplement leur boulot, en étant honnête, en étant correctement payé pour le faire. C'est pour ça que la question que tu as évoquée, Sonia, elle est absolument essentielle, c'est la question d'équilibre économique. C'est-à-dire que la clé d'indépendance, il faut le savoir, c'est que on a plus d'argent à la fin de l'année qu'on a de dépenses. C'est tout bête et ça se limite à ça. Et sur ça, il y a une chose aussi, parce que, bon, reporter, on pourra en parler, mais ce qui est intéressant, c'est que depuis 10 ans ou 15 ans, l'idée, on était un peu pionnier sur la question du don. Maintenant, c'est beaucoup renouvelé, mais surtout depuis 15 ans, les gens, une très large partie du public a compris qu'il fallait soutenir la presse, que c'était pas évident, qu'il fallait la soutenir, que ce soit par le don, que ce soit par les abonnements, et que c'est absolument crucial. Et maintenant, de plus en plus, il y a quand même une variété de la presse indépendante, ce qui fait qu'on peut maintenant éviter de lire Le Monde, Le Figaro, parce qu'on va pouvoir s'informer avec Mediapart, avec Reporter, avec Street Press, avec Basta, avec aussi les radios de service public qui subissent des pressions très fortes, mais qui permettent quand même d'avoir une autre information. Et ça, je dirais que c'est absolument essentiel. Et donc, il y a malgré tout, c'est très difficile dans la presse indé, la majorité malheureusement de la presse indépendante est à une grande difficulté, c'est fragile, et comme l'ensemble de la presse, il faut vraiment savoir que l'ensemble de la presse est dans une situation absolument terrible, mais malgré tout, il y a des ferments de points d'appui Mediapart est un point d'appui fort, nous, Reporters, on devient un point d'appui relativement fort. C'est pour ça que je suis très content qu'on soit là ce soir et on soutient absolument Magma, et d'ailleurs Sonia Arène et journaliste, collabore avec Reporters, donc j'ai un gage de qualité s'il y en avait besoin, dans les deux sens d'ailleurs. Et voilà, et c'est pour ça que c'est absolument essentiel que on soutienne cette presse, et aussi qu'il y a un renouveau, ça se voit aussi dans la vidéo, sur les réseaux sociaux, etc. Il y a toute une jeune génération qui veut quand même faire ce métier de recherche de la vérité, de raconter la réalité sans être soumis à ces puissants, même si c'est des conditions économiques, il faut bien dire, souvent difficiles. Il y a quand même une poussée, une vigueur de l'ensemble de la presse indépendante qui est vraiment, par rapport à il y a 15 ans, c'est un progrès énorme. Donc, je dirais que le tableau est quand même plus positif, et je suis sûr que maintenant, et juste je finis là-dessus, mais moi je suis ravi quand tu m'as parlé du lancement de ce journal, parce qu'on en a besoin. Moi je viens de la Lozère, on a besoin de ça. Je vois l'Empaillé dans l'Aveyron et à Toulouse, c'est super. Il y a Facto qui vient de se créer dans le Limousin. On a besoin de ces journaux indépendants qui nous racontent aussi bien des questions de Palestine, et de nous dire que l'islam, moi je suis pressé de lire ton papier dans le numéro de février, là, mais aussi que vous nous racontiez les histoires. Et par exemple, tu parlais d'autoroute AN88, c'est vrai qu'on a besoin de raconter la lutte, et aussi le Paris-Clermont-Ferrand en train. Moi je ne suis pas persuadé que les Paris et le Clermont-Ferrand, Paris en train, et dans l'autre sens, c'est vachement important. Et donc ce média, il va aussi défendre une autre vision du monde et des transports et de l'agriculture et de la démocratie, etc. Christophe, tu peux peut-être nous parler à ton tour d'un autre média qui marche bien, puisque ça fait quand même 12 ans que vous existez avec Téléregain. Comment ça marche ? Le modèle économique, il est lié au fonds, à un fonds qui s'appelle le Fonds aux médias de proximité, qui est délivré par la DRAC. Donc ça, c'est une partie de notre financement. C'est un financement d'État qui arrive quelquefois tardivement. Donc c'est une partie de nos recettes là-dessus, et puis ça boucle pas le budget, donc il y a des prestations d'éducation à l'image qui sont faites à côté. Tout ça ne boucle pas non plus la boucle, et il faut à un moment donné alimenter autrement. Là, c'est un petit peu, là aussi, aléatoire. Il y a beaucoup de bénévolats, en fait, aussi, qui viennent combler le travail. Donc les difficultés, après, qu'il peut y avoir dans le travail vidéo, c'est plutôt technique, c'est le montage. Et tu parlais de jeune génération, en fait, maintenant, avec très très peu de matériel, on peut donner à entendre, avoir une réalité. Moi, j'ai été surpris quand j'ai fait un documentaire, j'ai suivi le mouvement des Gilets jaunes. Déjà, à l'époque, en fait, il y a eu une rupture vraiment sur
la manière dont on a documenté ce mouvement quand on était avec, à l'intérieur avec juste un téléphone. Et il y a des choses qui ont été faites qui ont été vraiment très très intéressantes, alors que les médias nationaux, même les médias régionaux, pour ne parler que des violences policières, n'ont rien relayé, quoi. Donc on voit que là il y a eu quelque chose qui s'est passé, en tout cas, et c'est vrai que tu parlais de jeunes générations, en tout cas des gens ont envie de raconter. Après, la manière de le traiter, d'un point de vue journalistique, voilà, on se retrouve avec beaucoup plus d'engagement, de militantisme. Et moi, je me pose la question de qui, après, on touche, quel public on touche, quoi. Est-ce que c'est le public qui a envie d'entendre une certaine réalité, qui vient nous voir ou nous regarder, ou est-ce qu'on essaie d'avoir un public plus large? Là, pour moi, c'est un questionnement que j'ai. Sonia, on peut peut-être parler avec toi un petit peu, avoir un regard plus rétrospectif pour parler un petit peu de l'expérience de la Galipote. Qu'est-ce que ça a représenté, ce journal, pour la région? Rétrospectif, mais peut-être un peu prospectif quand même, puisqu'il a peut-être créé les ferments d'autres choses à venir, et dont le magma presque auvergnat. Alors, la Galipote, moi j'y suis arrivée, j'avais 19 ans et ça existait déjà depuis un petit moment. Qu'est-ce que je peux vous en raconter? J'y suis restée 4 ans quand j'avais 19 ans, j'y suis retournée 2 ans quand j'en avais 30. Je pense que c'était un projet, au départ c'était un projet collectif de gens qui voulaient raconter le territoire autrement et qui se sont posé la question effectivement de l'indépendance tout court et de l'indépendance économique assez vite. Je pense que pendant toute la... Alors, ça s'est arrêté au printemps. C'était douloureux pour tout le monde que ça s'arrête, mais en fait, il faut quand même considérer que c'est pas un échec. C'est-à-dire que la Galipote, c'est 47 ans, 149 numéros. Et même si effectivement, oui, c'était douloureux quand ça s'est arrêté et que ce journal n'a pas trouvé son modèle économique, il a quand même tenu 47 ans dans des conditions extrêmement pénibles pour les salariés. Mais ça a été un laboratoire et moi je pense qu'on lui doit beaucoup, c'est-à-dire que ça a été un laboratoire pour trouver des moyens de rester indépendant. La Galipote, au début, d'abord c'est une imprimerie, c'est-à-dire que les sites ils vont s'imprimer eux-mêmes, donc ils apprennent, ils achètent des machines. C'est un réseau de diffusion, ils disent qu'ils ne vont pas laisser ils vont garder la main sur la diffusion, donc ils vont et c'est super important, par exemple, ils vont dans tous les territoires. Ça veut dire que même on ne mesure pas comment c'est important aussi des fois d'avoir un tabac presse ou une presse dans un tout petit patelin. Voilà. Et c'était une façon aussi de chercher un modèle économique intéressant, viable, quoi. Je réfléchis à tous les salariés étaient payés à 3/4 temps ou 2/3 temps au même tarif. C'était une façon d'explorer. Après, la difficulté, c'est que globalement, tous les salariés étaient surtout pas payés, quoi. Et qu'on avait des retards de salaire mais considérables, et que je vous promets que c'est extrêmement difficile et douloureux de vivre quand on a 2, 3 mois de retard de salaire. Le supermarché, vous faites pas crédit 3 mois, quoi. Mais c'est un laboratoire il y avait cette idée de ne pas avoir publicité pour être indépendant, de pouvoir avoir une ligne éditoriale indépendante aussi pour ça, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un annonceur qui pouvait dire cet article il sort pas, ou on ne pouvait pas s'auto-censurer en se disant tiens je ne vais pas bosser sur ce sujet-là parce que sinon on va perdre de l'argent, puisque effectivement il n'y a pas de publicité. C'est un journal qui a vécu quasiment tout le temps sans subvention, très peu de subventions. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur la Galipote rétrospectivement? Que c'était une chouette aventure et que la difficulté, je pense que ça avait fait son temps et que ce qui manquait maintenant peut-être
c'était cette histoire de collectif, en fait, qu'à un moment, il faut que ce soit une aventure collective et que c'était plus trop une aventure collective. En revanche, elle a clairement trouvé un public, c'est-à-dire qu'il y a un public de la Galipote qui va se sentir orphelin sans ce journal, que nous, on espère bien pouvoir répondre à l'attente que ça va créer, quoi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Mais voilà, que c'est pas un échec, c'est un beau laboratoire qui a fait son temps et on va nous s'appuyer sur cette expérience-là pour garder. D'abord, on garde si ça je peux vous raconter, on garde la même zone géographique, c'est-à-dire qu'on va continuer de travailler sur l'Auvergne administrative. Et c'est important, un journal, pour garder une identité culturelle, pour garder l'identité d'un territoire. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre je ne sais pas encore s'il y aura des photos. Ce qui est certain, c'est qu'il y aura des dessins, parce que vraiment, c'était quelque chose d'identifiant. Il y aura des enquêtes, il n'y aura pas de publicité. On va vraiment rester sur la même ligne éditoriale, au moins celle du début. On l'a réactualisée, c'est-à-dire qu'elle sera plus féministe, elle sera plus écologiste, il y aura plus de lutte sociale, je pense qu'il manquait de lutte sociale un peu dans la Galipote. Le ton sera le même ou ce sera un peu toujours à chercher les jeux de mots et plus informatif? Alors le projet, c'est quand même vraiment de faire une information hyper carrée, oui, c'est ce que tu disais. On fait vraiment. C'est pas un grand tableau d'affichage de tous les gens qui sont pas contents, qui vont pouvoir dire moi j'aime pas les autoroutes. Si on veut faire un papier sur les autoroutes, il faut faire une vraie enquête avec du contradictoire, aller chercher des infos. Donc oui, ce sera un vrai journal. Mais c'était un peu quand même, moi j'ai tout appris à la Galipote, c'était quand même un peu le projet de départ. Alors peut-être que ça avait un peu glissé au fil des années, mais c'était le projet de faire de l'info critique sourcée et vérifiée, quoi. Et je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, parce que je me fous de parler tout seul. Non, mais oui, ça me convient tout à fait. Je me tourne vers toi pour finir ce tour de table, Islam. Donc je disais tout à l'heure, tu continues d'être journaliste. Maintenant tu es en France. Est-ce que tu peux nous parler de tes activités actuelles ? Alors pour le moment, je travaille dans une radio associative, c'est Langue Porteuse, et je fais des sujets pour la radio. J'ai déjà fait un sujet sur la musique palestinienne comme un moyen de résistance, parce que moi je suis un peu contre la violence, hein. J'adopte la culture de non-violente, parce que ça y est, ça fait plus que 75 ans, on a beaucoup de problèmes avec la violence. Et pour le moment, je suis en train de travailler sur un sujet pour la radio aussi, pour Langue Porteuse, sur la diversité au service de nos sociétés. Et à plus tard, je suis en train de réfléchir pour faire un sujet sur la gastronomie palestinienne qui est en train de voler par les Israéliens. Parce que je ne sais pas ce que vous connaissez ou non, ils sont en train de dire le hummus est un Israélien. Non, il ne faut pas exagérer, hein. Prenez tout et nous laissez le pois chiche au minimum. Hein. Donc ça c'est un exemple. Le hummus c'est turc. Ouais, non, c'est... Arrête, non, c'est palestinien. Tout le monde dessus nous, mais c'est juste avec la façon de faire le hummus, il y a plusieurs manières et tout cela, mais j'ai déjà lu pas mal d'articles qui parlent les plats palestiniens volés par les Israéliens. Donc ouais, je pense que je vais faire un sujet sur la gastronomie palestinienne, parce que le hummus, c'est une ligne rouge. Ah, prenez tout, mais nous laissez au minimum le hummus. Hein. Donc, et je veux remercier bien sûr Langue Porteuse, parce que
c'est comme une radio associative, une insertion, chantier d'insertion et tout cela. Donc, ils sont en train de me remettre à la bonne voie. Parce que voilà, je peux toujours travailler comme un journaliste, ou traducteur, ou tout cela. Et aussi, moi, je veux dire que j'ai déjà écrit un peu d'articles de temps en temps qui étaient publiés à reflet.info ou à plusieurs sites de solidarité avec la cause palestinienne. Et il y aura bien sûr la feuille pour... comment ça s'appelle le truc? Magma, non? Magma, non, Magma Auvergne. Oui. Et Magma, non, c'est bon. Magma Auvergne. Donc, ça sera pour. Je veux vous remercier, bien sûr, pour me donner l'occasion que mon article, ça sera dans cette édition-là. Donc, je veux bien vous remercier. Je veux remercier, bien sûr, tous les solidaires et qui sont en solidarité avec la cause palestinienne, surtout le Euro-Palestine. Il y a Philippe est là. Il est parti, Philippe, non? Ah, tu es là, bonjour. Bonsoir, Philippe. Donc, et tout le monde. Et juste pour terminer, peut-être nous, les Palestiniens, on a peur de tout. Et on n'a pas encore peur de l'espoir, de la paix et de la justice pour la Palestine. Peut-être nous, on a peur de... Moi, personnellement, j'ai peur de mes 4 enfants, mais je n'ai pas peur de la volonté à continuer. Peut-être moi, j'ai peur de mes souvenirs, mes photos, mon archive, tout. J'ai pas peur de la motivation. Et malgré que c'était un avion de l'occupation, de l'armée de l'occupation israélienne qui a bombardé ma maison et tué mes 4 enfants, qui sont des petits, hein, 13 ans, 2 ans, 10 ans, 5 ans. Mais en même temps, moi, j'ai pas de haine. Parce qu'il ne faut jamais avoir la haine. Et juste, non, on ne lâche rien. Il n'y aura jamais un drapeau blanc enlevé, parce que c'est une cause de la justice, c'est une cause d'une occupation, et nous, on reste là. Et je veux remercier le public, surtout avec ces chaises-là, ils ne sont pas confortables. Donc merci beaucoup pour votre existence là, et merci pour m'inviter, Nicolas, et merci pour les invités, surtout Hervé. Hein. Nous, on a déjà vu ce monsieur dans le site d'internet seulement et dans les photos, hein, quand on était étudiant au département de français à l'université Al-Aqsa, parce que moi j'apprenais le français à l'université Al-Aqsa à Gaza, sous la direction de Dr Ziad Medouk, 4 ans. Et donc on voit toujours les publications depuis sur RFP, surtout quand il parle de la Palestine, on aimait bien votre style. Mais ça fait un peu de temps que vous n'avez rien fait. Hein. Et merci pour le public, merci pour les invités, merci beaucoup. Bon, j'avais encore plein de questions passionnantes, mais effectivement, quelqu'un a fait remarquer opportunément que vos popotins n'avaient peut-être pas la patience de les écouter. Du coup, on va passer à la session des questions-réponses. S'il y a des questions dans le public, n'hésitez pas. Si vous pouvez juste les dire dans le micro, je vais essayer de pas le... Bonsoir. Je voulais parler aussi, parce que vous avez parlé de l'indépendance de la presse pour les journaux indépendants. J'ai travaillé à La Gueule Ouverte, au Sauvage, à CFDT Magazine du temps où c'était un syndicat de gauche, voilà, des choses comme ça. Mais j'ai aussi travaillé dans des magazines grand public. Et je pense que c'est important de parler aussi de l'indépendance qu'on peut y mettre en travaillant pour des magazines grand public. Par exemple, j'ai été la seule journaliste à aller tomber sur un pylône au moment de l'entrée en service de la centrale de Fessenheim. Donc j'ai passé une nuit avec les militants écolos en haut du pylône,
Et le lendemain, je suis allée frapper. Alors là, j'ai dit que j'étais dans un magazine très chic et tout ça. Et j'ai pu rentrer, visiter l'intérieur de la centrale avec le directeur. C'est-à-dire que j'ai toujours utilisé les deux choses, de montrer que d'être à la fois militante écolo d'un côté, et de l'autre, dire je suis journaliste à Marie-Claire, ou des choses comme ça. Et donc, on me recevait. Et ça permet, c'est ça qui m'a beaucoup motivée, c'est que dans ces magazines, il y a quand même, à l'époque où j'ai travaillé, parce que j'ai travaillé dans les années 70-80, je suis vieille, c'était très militant parce qu'on sortait de 1968. Donc on pouvait proposer des sujets qu'aujourd'hui il est impossible de proposer. Et en même temps, c'était une période où il y avait 700 000 lectrices à elle. Donc je me suis dit, toucher 700 000 personnes pour leur dire, par exemple, j'avais fait un article qui s'appelait 10 raisons de dire non aux OGM. Elles n'avaient jamais entendu parler des OGM, ma rédactrice en chef non plus, donc elle a laissé passer le papier, sans problème. Et du coup, j'ai pu expliquer ce que c'était que les OGM et pourquoi c'était pas utile. Et donc, alors à ce moment-là, dans le côté de du manque de liberté, j'ai été convoquée par la direction parce que les annonceurs, parce que ceux qui faisaient des OGM, ils faisaient aussi de la publicité pour d'autres produits, ils voulaient me faire licencier. Et donc, moi, je leur ai dit, écoutez, moi, je veux bien que vous me licenciez si j'ai dit des choses fausses, mais recevez-moi d'abord. Et puis, ils sont venus à 3. Ils m'ont invité à déjeuner et ils m'ont posé plein de questions. Et au bout d'un moment, il y a une amie qui a été assez sympa. Elle me dit, oui, vous avez raison, finalement, les OGM, c'est pas utile pour le consommateur, c'est nuisible pour les sols, pour tout ça. En fait, ça n'est utile qu'à ceux qui fabriquent les OGM. J'ai dit, c'est exactement ce que j'ai dit dans mes papiers. Du coup, ils ont renoncé à demander mon licenciement. Alors, je crois que l'important pour être indépendant, c'est d'abord d'être absolument sûr de ce qu'on écrit. Et je sais que ma rédactrice chef qui m'a laissé faire, chaque fois que je proposais un papier, elle me disait, t'es sûr de tes informations, tu les as vérifiées? Je les avais plutôt vérifiées 2 fois qu'une. Et à ce moment-là, elle acceptait de les publier, parce qu'elle avait aussi une certaine indépendance. Mais il fallait être extrêmement, comme vous le disiez, il faut être beaucoup plus rigoureux quand on écrit des choses et qu'on veut faire passer des idées qui ne sont pas les idées, disons, mainstream. Mais par contre, l'avantage, c'est que quand on touche 700 000 personnes, au bout d'un moment, ça finit quand même par incuber. Et je me souviens que le directeur commercial du journal, un jour, je ne sais pas pourquoi, j'étais allée le voir pour quelque chose, et puis il me dit, c'est quand même très très bizarre, dans un magazine féminin, on a fait des panels, parce qu'ils font tout le temps des panels pour voir ce qu'il faut proposer aux lecteurs, aux lectrices et tout ça. Eh bien, le premier sujet qui les intéresse, c'est l'écologie et l'environnement. Alors que quand même, on pensait que ça serait la cuisine, la santé. Et je leur ai dit, ben non, parce que ça fait 10 ans que je leur fais des articles là-dessus. Et à partir du moment où c'était la rubrique qui marchait le mieux, ben, ils me laissaient la faire, puisque eux, ce qui les intéresse, c'est de gagner du fric. Alors je pense que si on fait ça, on arrive quand même à être indépendant, y compris dans des journaux farcis de publicité. Et oui, vous faites bien, effectivement, de tempérer un petit peu cette dichotomie que j'ai peut-être créée en parlant de la presse indépendante d'un côté et des autres médias qui forcément mentiraient ou ne tiraient pas la vérité de l'autre. C'est évidemment plus complexe que ça, vous avez bien raison. Oui, bonsoir. Ça tombe très bien, je rebondis justement sur le fait que c'est très intéressant, vraiment. Et parce que ma question, justement, c'était la question de la visibilité, justement. Parce que vous venez de dire des choses en précisant quand même que c'était dans les années 70-80 et qu'aujourd'hui c'est quand même plus compliqué. Voilà, et moi, c'est une question que j'ai toujours derrière parce que je suis militante, etc., j'ai des convictions, etc., et j'ai envie de les faire connaître. Mais la question de la visibilité des médias alternatifs, pour moi, c'est une vraie question. Parce que dès que j'essaye, à mon échelle, là, comme je peux, je fais la pratique du cheval de Troie, par exemple. Je vais sur Facebook et je ne diffuse que des choses alternatives. Par exemple, je ne sais pas si vous savez, mais Basta a fait un lien sur, comme un listing de tous les médias alternatifs en France. Donc voilà, vous mettez médias alternatifs ou Basta, médias alternatifs, et vous aurez tout un répertoire, dont Reporter évidemment, etc. Et voilà, moi, la question de la visibilité, c'est une vraie question pour moi, vraiment. Tous les jours, je me pose la question parce que y a les gros mastodontes là qui. Voilà.
Moi, j'ai fait des études de psychologie sociale sur la manipulation des masses, surtout. Donc, je vois très bien comment la fabrique de l'opinion, etc. Quoi, voilà. Donc, la question de la visibilité, liée évidemment aux moyens. Bon, reporter, vous dites ça fonctionne très bien, super, comme Basta, voilà. Mais pour moi, vous n'êtes pas assez nombreux, pas assez visibles, pas assez... voilà. Alors, comment faire des ponts avec des L, des Vogue, des trucs et des machins, là, où maintenant tout est verrouillé et que je pense que si vous faisiez un article aujourd'hui, on vous dirait merci madame. Voilà, la question de la visibilité, pour moi, elle est centrale. Voilà. Donc, c'est une question. Hervé, est-ce que tu veux répondre à cette question ? Simplement, le monde des médias a incroyablement changé depuis 15 à 20 ans. C'est-à-dire que ce que vous nous racontez, et c'est tout à fait exact, le monde s'est totalement basculé par la prise de pouvoir du capital sur les médias. Moi, j'ai toujours cherché à travailler dans des médias grand public, mais si je pense que cette expérience ne serait plus possible maintenant dans Marie-Claire qui doit appartenir au groupe Bolloré ou je ne sais pas lequel. Ou, pour prendre un exemple plus facile, j'avais travaillé à Ça m'intéresse à un moment en tant que pigiste. C'était, je pense que tout le monde connaît un petit peu, c'était un média très large, très ouvert sur les questions d'écologie, etc., qui était pourtant très prudent, mais on pouvait raconter des choses. Et maintenant, ça appartient au groupe Bolloré. Et donc, la ligne rédactionnelle a totalement changé. Donc, la question de la visibilité, pour moi, elle est seulement jusqu'au moment où il n'y a plus de compromis possible. Donc, je vais reprendre l'exemple du Monde, mais ça m'était arrivé aussi de travailler à la télévision. Et quand on rentrait trop dans un certain nombre d'intérêts, ça n'était plus possible, même si l'audimat était là et même si les parts d'audience étaient importantes. Et la deuxième chose, quand même, pour être plus... C'est une bataille, moi, je pense vraiment c'est une bataille maintenant. Et c'est beaucoup plus que je suis maintenant âgé. Par rapport au début de ma carrière, on n'avait pas, les jeunes journalistes, ou les moins jeunes, le sentiment de cette bataille. Et là, maintenant, c'est vraiment le cas. Donc la question de la visibilité, on la gagne peu à peu par ce que vous faites en répondant sur Facebook, par exemple, et en faisant passer. Mais en même temps, la presse indépendante, elle est, une fois de plus, beaucoup plus vivace aujourd'hui qu'elle n'était il y a 20 ans. Et peu à peu, on commence à avoir... Alors c'est vrai qu'on est très petit par rapport à beaucoup d'autres médias, mais par exemple, Mediapart ou Reporter, on se rend compte qu'on est, si on prend je sais plus, un moyen de mesurer l'audience des différents journaux, on commence à dépasser des journaux régionaux qui étaient relativement importants dans le temps. Donc ça se gagne en fait. Moi je vois beaucoup les choses dans une progression, et le point de vue où je suis plus optimiste, c'est qu'on est dans cette bataille de puissance en fait. Qui ont les moyens, pour qui la question économique ne joue pas, parce qu'il y aura toujours Arnaud, le Parisien par exemple, j'espère pas être trop long, mais le Parisien, qui était un journal qui avait une grande visibilité, excusez-moi de l'appeler le Parisien, en fait, il faudrait l'appeler aujourd'hui. Il existe, il touchait des centaines de milliers de gens, il avait quand même une approche assez populaire et assez équilibrée, et puis peu à peu, il était racheté et maintenant il est racheté par Arnaud, et je peux vous dire, connaissant des journalistes du Parisien, que Arnaud pèse sur la ligne. Et du coup, le journal devient de moins en moins bon et il perd énormément d'argent. Et si le milliardaire Arnaud n'était pas là, le journal disparaîtrait. Et la moitié de la presse mainstream disparaîtrait s'il n'y avait pas l'argent derrière. Parce que nous, les médias indépendants, on vit sans subvention. C'est pas une critique du tout des subventions, mais Mediapart, Reporter, un certain nombre d'autres, on arrive à tenir parce qu'il y a des gens comme vous, comme pour Magma, qui vont dire on va soutenir ce canard. Parce que c'est important, et vous allez vivre le collectif, vraiment payer les piges de l'islam et de tous les autres, et vous payez vous-même, et vous voyez, on va la gagner cette visibilité. En fait, ce que je veux dire, on est dans une bataille, on est vraiment dans une bataille, et c'est une bataille pour la justice, pour la dignité, comme tu l'as dit, et sur ça, il faut dire que c'est formidable que tu sois là, moi je m'y attendais pas, c'est une bonne surprise, parce que c'est aussi de rappeler que la question de la Palestine, c'est pas seulement la question d'un peuple colonisé. Déjà, en soi, ça suffirait à les soutenir. Mais ce qui est en train de se jouer, c'est le rapport de force. Ce qu'ils veulent nous imposer, et là vous représentez une cause universelle. Comme maintenant les Vénézuéliens, comme etc. Et dans un an, on a le RN qui est face à nous. On a le fascisme à la porte de notre pays. Et ces gens-là, c'est le rapport de force. C'est le rapport de force. Et bien nous, il faut qu'on se dise, ok, c'est une bataille,
la visibilité, on va la gagner lecteur par lecteur, par lecteur, par lecteur et par lectrice, et en disant aux gens autour de nous. Vous voyez, je ne sais pas si ma réponse est très claire, mais vous voyez l'idée, c'est oui, il faut chercher la visibilité, mais si c'est au prix d'un compromis, non. Il ne faut pas lâcher sur le compromis, il faut être dans le rapport de force, et ils ne sont pas aussi puissants qu'on le croit, ils ne sont pas aussi forts qu'on le croit. Donc il ne faut pas lâcher le front et continuer à soutenir toute la presse indépendante, et notamment celui qui est là en Auvergne, parce qu'on en a besoin. Moi j'ai une autre question qui va un petit peu d'à côté de tout ce qui s'est dit jusqu'à maintenant. On est d'accord que pour avoir une presse indépendante, il faut être en dehors du capitalisme, en dehors des actionnaires, etc. Mais moi, je vois un nouveau danger par rapport au métier de journaliste, c'est l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle est en train de rentrer partout. Et je ne parle pas simplement des conneries qui circulent, mais je parle autant de l'intelligence artificielle qui va être utilisée pour remplacer la façon de penser, la façon d'être. Et j'ai vu qu'il y a des professionnels, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans la journalisme, etc., qui signent des chartes comme quoi ils s'engagent à ne pas utiliser l'intelligence artificielle. Et ça, je trouve que c'est une démarche qui est aussi importante que de dire on ne veut pas de publicité, on ne veut pas le pognon des capitalistes. Parce que l'intelligence artificielle, elle est aux mains des capitalistes. Et c'est elle qui va contrôler, ou c'est elle qui va leur servir à contrôler la pensée de demain. Donc si les gens qui écrivent, mais je pense aussi aux traducteurs, je pense aussi aux correcteurs, en fait, tous ces métiers finalement qui sont liés à l'information, eh bien il faut que ces professionnels s'engagent aussi à ne pas dépendre de ce nouveau capitalisme en fait qui arrive. Moi, juste que je peux répondre sur l'intelligence artificielle, c'est que c'est vrai qu'il faut, c'est la profession, les journalistes réfléchissent sur le sujet. Effectivement, on construit des chartes, il y a une vraie réflexion là-dessus. Moi, je suis assez détendue là-dessus. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, elle ne va pas aller sur le terrain à ma place. Elle ne va pas aller sur un rond-point quand il y a des gilets jaunes. Il y a plein de choses qu'elle ne fera pas. Elle ne sera pas là aujourd'hui. Et donc, faut aussi garder raison. On a le pouvoir, en fait. Et donc, je pense que les journalistes, ils vont être capables aussi de se mobiliser, de dire on veut défendre nos professions, nos métiers, on veut défendre notre façon de penser. Et oui, ils travaillent là-dessus. Alors, évidemment que la tentation du capitalisme, c'est de faire du temps de cerveau disponible, donc avec tous les outils dont elle dispose. Mais moi, je suis assez optimiste là-dessus. Mais si j'étais pas optimiste, on ne ferait pas jeu. Moi, j'ai une question par rapport à Fork Média, la coopérative citoyenne qui soutient les médias indépendants. Voilà, moi, les petits sous que j'ai, je sais plus trop où les mettre, en fait. J'ai l'impression que Fork Média, je sais pas, est-ce qu'un futur journal comme celui que vous voulez mettre en route est soutenu par Fork Média, par exemple? On n'a pas encore eu le temps de leur demander, mais on envisage bien de leur poser la question. En tout cas, je trouve que c'est une chouette initiative. Justement, ils prennent le truc. Oui, l'indépendance économique pour les médias, c'est important. Donc, ils essaient de solutionner et de vous donner les moyens de le faire. Après, moi, je les ai pas rencontrés. J'ai écouté une fois. Je vois si vous avez quelque chose à ce sujet. Et c'est une belle initiative. Pour ceux qui ne savent pas, c'est donc une sorte de coopérative de SCIC qui s'est créée. Et l'intention initiale, c'est des gens qui ne viennent pas de la presse indépendante, mais qui viennent des grandes Enercoop, Biocoop, de l'économie sociale et solidaire. Et qui se sont dit, c'est une bonne idée, on va amener dans le monde de la presse indépendante qui en a besoin de l'argent de l'économie sociale et solidaire. Bravo, on applaudit. Mais ce qui s'est passé, c'est que la structure a été créée et a commencé à faire un appel aux gens en disant donnez-nous de l'argent pour soutenir la presse indépendante.
mais ils n'ont pas réussi pour l'instant à faire venir de l'argent des mutuelles et de l'économie sociale et solidaire qui ont pourtant des millions vraiment très importants parce que pour différentes raisons. Et donc ils demandent de l'argent public. Donc ce qui est déjà en fait une petite déviation par rapport au projet initial. Et par ailleurs, pour l'instant, ils ont récupéré, si j'ose dire collecté plus exactement, près de 1,5 million d'argent, mais ils n'en ont mis que 250 000 pour financer des projets. Donc on a un petit souci, je ne vous le cache pas, et nous, reporters, on est sociétaires et on ne demande pas d'argent, donc je pense qu'on va essayer de faire entendre qu'il faut que vraiment on aille chercher de l'argent comme le projet initial et pas auprès de gens comme vous, parce que là, le mieux, c'est vraiment de donner de l'argent qui va vraiment donner à faire un journal, plutôt qu'à Coq Média, qui pour l'instant ne fait pas de journal. Donc ça, je ne vais pas rentrer dans des débats techniques, mais on va essayer de leur faire entendre que c'est super ce que vous avez fait, mais là, il faut vraiment que ça se mette au service de la création de médias concrets. Donc, je ne sais pas si je réponds, mais c'est un petit peu ça. Donc, une belle initiative, mais qui pour l'instant n'est pas franchement mature, et donc, il vaut mieux directement donner de l'argent aux médias indépendants. Vous avez cité Basta aussi, qui a fait une campagne, ils en ont beaucoup besoin, c'est un super canard. Magma, évidemment, et puis tous les autres. Hein. Blast, ouais. Oui, moi j'avais une question concernant, alors à la fois par rapport à ce que vous avez dit, l'éthique journalistique et la formation des journalistes. Parce que M. Kempf, vous avez expliqué que vous donniez la chance à des jeunes journalistes. Et je pense que c'est beaucoup mieux qu'ils commencent chez vous, évidemment, que chez CNews. Mais bon, voilà, Islam nous a parlé du ciblage des journalistes palestiniens. On est à peu près à 250 morts. Quelle réaction dans les médias français? On a même trouvé des journalistes pour justifier ces assassinats. Il y a quand même un problème. Et comme par hasard, c'est les mêmes qui sont dans la négation des problèmes environnementaux, dans la négation des violences policières, dans la négation des violences faites aux femmes, et j'en passe. Comment on en est arrivé là? En fait, je crois qu'il n'y a que les syndicats de journalistes qui ont dénoncé, et puis Reporters sans frontières aussi, et le SI, le FJ, et un truc international des journalistes. Mais effectivement, dans les médias mainstream, il n'y a pas eu... Oui, alors pour les chiffres seulement, on est arrivé à 252 journalistes palestiniens qui étaient assassinés par l'occupation israélienne dans la bande de Gaza pendant 2 ans. Et qui sont les réactions? C'est comme ça, ça c'est le résultat d'avoir la presse qui n'est pas indépendante. La presse qui est tombée directement ou indirectement par la grande machine de propagande israélienne en Europe. Donc il y a toujours des justifications de l'occupation israélienne. Ils ont talent au niveau de la création des prétextes, des justifications. Mais la question ici, c'est que si nous, on a la presse indépendante, et quand je parle de l'indépendance de presse, vous me comprenez, hein? C'est ça. Parce que c'est ça le problème. On a un groupe de milliardaires qui sont en train de diriger la presse partout de l'Europe. Malgré qu'on a pas mal de voix indépendants, mais ils ne sont pas très forts. Mais en même temps, on ne peut pas oublier l'influence de l'intelligence artificielle, on ne peut pas oublier l'influence de réseaux sociaux. Par exemple, nous les Palestiniens, pendant la guerre, et qu'elle est toujours en cours, nous, on a compté beaucoup sur les réseaux sociaux. Malgré, dans les réseaux sociaux, on a pas mal de trucs interdits contre le contenu palestinien. Mais pour le contenu israélien, tout est ouvert, hein, pas de souci. Hein. Vous pouvez publier toutes vos conneries, pas de problème, on ne supprime rien. Mais pour le contenu palestinien, YouTube, il supprime, Facebook, tous les réseaux sociaux. Mais quand même, les réseaux sociaux ont bien joué le rôle pour transmettre l'image et pour parler de ce qui se passe dans la bande de Gaza, parce qu'on a vu que la couverture
de la presse étrangère, c'est presque zéro, c'est pro-israélien. Et c'est très bien aussi les solidaires et les journalistes pro-palestiniens ou pro de la justice, de l'égalité, qu'ils ont déjà parlé beaucoup dans leurs réseaux sociaux, même dans leurs articles et tout cela. Donc ça nous donne beaucoup de sentiments qu'on n'est pas seul devant le monstre. Il y a des gens à côté de nous, quand même. Hein. Et surtout avec l'absence de la Ligue arabe, qui est 3-0 à gauche. Donc, c'est très bien. C'est haut, on peut dire, c'est mieux que rien. Mais la question ici, c'est il y a une grande machine de propagande gérée par un groupe de milliardaires qui sont en train de soutenir l'histoire ou la conte, on peut dire, israélienne. D'accord? Mais quand même, ça ne donne pas beaucoup de résultats. Maintenant, il y a pas mal de gens, ils ont bien compris qu'est-ce qui s'est passé en Palestine, qu'est-ce qui se passe dans la bande de Gaza. La question, ce n'est pas une question d'éradiquer le mouvement du Hamas, parce qu'en Cisjordanie, il n'y a pas le mouvement du Hamas. Ce n'est pas le mouvement du Hamas en Cisjordanie qui dirige. Et je pense maintenant, et je ne sais pas si vous êtes au courant ou non, ils sont presque en train de détruire les camps de réfugiés à Nablus, à Jénine, à Tulkarem, et sans oublier les violations et les attaques quotidiennes de colons contre les civils et les agriculteurs palestiniens. Donc ce n'est pas le Hamas qui dirige là-bas, c'est l'autorité palestinienne. Donc c'est le côté préféré par Israël, je veux dire. Donc, pour ça, moi je suis tout à fait d'accord avec tous les invités qui disent que oui, on doit avoir la presse indépendante pour gagner ou pour avoir au minimum la vérité indépendante. Merci. On va peut-être prendre une dernière question et puis après on va passer à la suite. Ce n'était pas vraiment une question, c'était plutôt une remarque, on va dire, optimiste quand même, parce que moi je trouve qu'au niveau de la presse, alors il y a des initiatives, il y en a une d'ailleurs plus récente qui s'appelle la presse libre, et moi que je trouvais intéressante puisqu'elle pouvait donner accès à différents médias indépendants, voilà. Et donc je trouve que c'est quand même, ce qui est intéressant dans ce cas de figure qui s'appelle la presse libre, ou presse, etc., c'est qu'il y a une solidarité entre médias indépendants et libres fait que, du coup, il y a une visibilité, on revient sur la visibilité, qui est donnée à différents types de médias qui ont des lignes éditoriales un peu différentes et surtout des centres d'intérêt variés. Et puis, je trouve que la presse indépendante régionale, elle a toute sa chance, et effectivement, comme dit Sonia, c'est le terrain. Et pour preuve, enfin, moi j'ai habité Lyon pendant quelques années, et il y a un média très sympa qui s'est créé il y a quelques années, qui s'appelle Rue 89, et qui marche très très bien parce que justement, c'est une petite équipe sur le terrain, et qui ne se sert pas de l'intelligence artificielle pour, enfin, peut-être qu'elle s'en sert pour différents, comme un outil, peut être, voilà, mais qui ne s'en sert pas pour faire du contenu, bien sûr. Voilà. Et d'ailleurs, par rapport à l'IA, quand même, je dois signaler aussi que c'est peut-être ce qui va aussi mettre à mal les grands groupes régionaux de type EBRA, parce que justement, EBRA, je me rappelle que le groupe EBRA, qui est un des grands groupes régionaux, enfin de presse régionale, qui est très important en France, il y a le Progrès, le Dauphiné, enfin bon, des journaux aussi du côté de l'Alsace, etc. On voit que l'intelligence artificielle a été, commence à être utilisée, et qu'il y a des mouvements bien sûr de grève, et en particulier au Progrès. Le Progrès a beaucoup souffert de cela. Le Progrès est un groupe régional quand même assez important, et sans doute pas indépendant, bien sûr, mais avec des journalistes quand même en son sein de qualité, commence effectivement à souffrir de ça. Et je pense que Magma
ou Magma éruptif peut-être. Vous allez Voilà, voter. moi j'ai voté pour Magma. N'oubliez voilà. pas de voter. Eh ben, ne se servira pas de cet instrument, mais sera sur le local. Mais je pense que c'est sa chance, et puis c'est ce qui lui permettra sans doute de... Voilà. Je souhaite bonne vie, longue vie à ce nouveau média régional. Un peu comme Rue 89, quand j'ai quitté Lyon. J'ai une question. J'ai la dernière question. Juste la dernière question. Moi, je me suis occupé d'un journal pendant, j'étais gérant pendant 10 ans. Et est-ce que Magma, ou le futur journal, est-ce qu'il sera imprimé ou est-ce qu'il sera numérique? Alors, j'ai pas dû être... oui, j'ai peut-être oublié les infos, mais en fait, l'idée, c'est qu'on fasse un journal imprimé 4 fois par an et une newsletter les mois où il n'y a pas de journal imprimé. Voilà. Donc, on a déjà publié 2 newsletters, vous l'avez peut-être pas tous reçus, mais elles étaient très bien. La prochaine aurait dû sortir avant-hier, mais elle n'est pas terminée. Mais elle va sortir bientôt. Et en fait, on fera une newsletter par mois, et les mois où il y a un journal imprimé, il n'y aura pas de newsletter. Voilà. Et l'idée, c'est quand même, oui, d'imprimer un journal, parce qu'on a réussi à... Parce qu'en fait, les éditions... Alors, la Galipote, c'était aussi des éditions, et Sébastien et Clémence ont monté une maison d'édition qui s'appelle Le Colporteur, et ils vont diffuser, ils reprennent la structure du réseau de diffusion de la Galipote, et donc ils vont diffuser le journal avec les livres qu'ils publient. Donc on fera un vrai journal qui va en vrai en papier dans les... J'allais dire dans les patelins, mais oui, c'est pas offensant de dire dans les patelins. Quel sera le format? Je sais pas trop, le format, je sais plus ce qu'on a dit. C'est plus qu'un A4 et moins qu'un A3. Entre les deux, tu vois. On va clore ici cette table ronde. Vous aurez l'occasion de parler avec ces différents intervenants autour d'une bonne soupe maintenant. Il ne me reste plus qu'à remercier Sonia, Christophe, Hervé, Islam, très chaleureusement. À la soupe.